Bonjour à tous, bienvenue dans Panorama. Le tourisme d'hiver représente 40% du PIB de la Savoie, 25% de la Haute-Savoie. La fermeture des remontées cet hiver pour raisons sanitaires bouleverse totalement un modèle économique construit depuis plus d'un demi-siècle et touche l'ensemble des acteurs du territoire. On en parle cette semaine dans Panorama, une émission coproduite avec nos confrères d'Éco-Savoie-Mont-Blanc. Bonjour, Bonjour merci Fanette, Eric de bonjour à tous. m'accompagner. Merci de votre invitation. Nous nous sommes installés au pied du télécabine du Pléné au centre de Morzine pour l'occasion. Et pour ce premier épisode, nous sommes en compagnie de Bruno Muffat, directeur général des Remontées, et Sophie Pollian, gérante de l'hôtel Le Tremplin qui se trouve juste à quelques mètres de nous. Bonjour, merci Bonjour. à tous les deux Merci à vous. d'être là. Bonjour, merci à vous. Bonjour, on voit vos deux structures qui sont juste derrière vous, à l'arrêt tous les deux. Comment ça se passe, Bruno Muffat? Pour vous, vous avez zéro activité, zéro revenu actuellement? Aujourd'hui, nous avons zéro activité, zéro revenu, comme l'ensemble des domaines skiables, l'ensemble des domaines skiables des remontées mécaniques. Ça se passe, on va dire, tant bien que mal. On doit traiter deux sujets majeurs en permanence. C'est le sujet social qui concerne tous nos employés, qui soient aussi bien saisonniers que permanents, et le sujet évidemment économique. En cette saison, d'habitude, c'est à peu près 160 personnes, saisonniers compris, qui sont actifs pour... Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, zéro. Nous sommes presque 170 même. C'est personnel en permanence la saison d'hiver. Oui. Vous avez embauché ces saisonniers. Comment ça se passe pour eux? Il y a de l'activité partielle? Oui. Alors, l'État nous a sollicité et nous a demandé d'embaucher l'ensemble de nos saisonniers. C'est ce que nous avons fait. En fait, il s'agit surtout de préserver l'emploi dans nos montagnes et notamment dans les remontées mécaniques. Donc nous l'avons fait. L'ensemble de saisonniers est en activité partielle depuis le tout début décembre. Oui. Très bien. Sophie Pollian, vous, c'est un cas un petit peu différent. Vous n'êtes pas obligé de fermer, mais vous avez fait le choix de ne pas ouvrir parce qu'une structure comme la vôtre, avec cette importance-là, ne pouvait pas ouvrir économiquement, c'était pas possible. C'était pas vrai. Pardon, c'était pas vraiment viable en fait. C'est vrai que c'est un gros bateau à ouvrir et le nombre d'employés faisait que c'était comptablement pas très logique. En pleine saison, habituellement, vous êtes combien dans On le monte bar, jusqu'à hôtel, restaurant? Jusqu'à 35. Jusqu'à 35. Jusqu'à 35 vacances scolaires, j'entends. Et on oscille entre 25 et 35, on va dire. Et vous aussi, vous avez fait le choix d'embaucher tous vos saisonniers. Bien sûr. On a une équipe qui nous suit depuis très longtemps, qui nous est fidèle et dont on a besoin. Donc, c'est la première chose qu'on a faite, les inscrire, les embaucher et les mettre ensuite au chômage partiel. Quand on a su, parce qu'on a su quand même assez tardivement, que ce ne serait pas possible d'ouvrir. Donc, à partir de là, bien sûr, on a besoin d'eux et on aura besoin d'eux dès qu'on pourra réouvrir. Au niveau des aides d'État, donc il y a le chômage partiel pour les salariés, mais au niveau des charges fixes, comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà reçu des aides? Parce que vous êtes propriétaire de vos murs, Oui. mais avec des emprunts. Comment Oui. vous gérez cette situation? Alors, pour ce qui est des emprunts, on a pu reporter les emprunts. On a pu aussi avoir accès au PGE, ce qui était quand même une bonne aide. Donc le prêt garanti par l'État. Tout à fait. Et puis, contrairement à toi, Bruno, on a effectivement des aides à hauteur de 20% du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est même, c'est une chance, je pense, parce que ça nous permettra de repartir à peu près à flot quand on pourra retravailler. Et on a déjà touché les aides du mois de décembre. On est en train de demander les aides du mois de janvier. C'est clair que pour nous, ça nous permet de garder la tête hors de l'eau. Mais pour vous, donc Bruno Muffat, Sophie Pollian l'a dit, vous, à l'instant T, vous n'avez reçu aucune aide d'État. Non, nous n'avons reçu aucune aide. Après, on en recevra. Aujourd'hui, l'ensemble des domaines skiables représentés par Domaines Skiables de France travaillent aussi bien avec le gouvernement, Bercy, et ces aides vont être décidées à l'échelle européenne. Donc c'est Bruxelles qui va définir le montant des aides qui sera attribué au domaine skiable. Ouais. Ça veut dire que les chiffres qu'on entend, ils ne sont pas stabilisés. On a entendu les fameux, c'était combien, 400 000 Aujourd'hui, pour le moment, rien n'est aujourd'hui, stabilisé. il y a beaucoup de choses qui se disent, Oui. mais ce qu'on peut le dire à ce jour, nous n'avons rien reçu. Au mieux, alors, ce que l'on va recevoir, ça devrait se décider très prochainement. Et après, les montants qui seront alloués ne seront pas versés, en tout cas avant le mois d'avril. Voilà, c'est tout ce qu'on sait.
La situation sanitaire évolue de jour en jour. Si par bonheur elle devait s'améliorer rapidement et que vous ayez un feu vert pour ouvrir sur la fin de saison, est-ce que vous pourriez ouvrir? Est-ce que ça serait rentable? Est-ce que ça serait jouable? Alors, rentable, franchement, je ne pense... Enfin, pour une structure comme la nôtre, c'est-à-dire une structure à moyenne montagne, c'est-à-dire là on est à 1000 mètres et on voit que la neige, vu la météo d'aujourd'hui, fond comme neige au soleil, hein, comme on dit. Mais, toutefois, je pense qu'on jouera le jeu. On se doit d'ouvrir en tout cas tout ce que l'on pourra faire pour remettre à flot une activité qui est en berne depuis le 15 mars dernier, de l'année dernière. Et vous, Sophie Pollian, C'est une vrai que ça ouverture, fait c'est possible? Alors, c'est assez compliqué, clairement, mais je pense qu'on jouera le jeu aussi avec la petite équipe de noyau dur qu'on a. Quand je dis c'est assez compliqué, c'est que la plupart des gens, des saisonniers, à cette époque, maintenant, commencent à basculer sur les saisons d'été. Et ça va être très difficile pour nous de trouver du personnel pour un mois de saison. Ils vont plutôt partir au soleil pour faire des saisons complètes. Donc c'est pas très simple tout ça. En fait, nous, on est tributaires, comme toi aussi Bruno, de l'équipe avec qui on travaille. Et mettre en branle des entreprises comme ça se fait pas tout seul. Donc, si c'est si tardivement que ça, alors ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que les vacances scolaires sont terminées, que les Anglais ne viennent plus puisqu'ils sont enfermés. Parce qu'il y a un sujet aussi, il y a le Brexit qui se rajoute à ça, ou c'est pas forcément d'influence. C'est pas forcément le Brexit, c'est plutôt le Covid. Okay. C'est sûr que le Brexit joue, mais peut-être pas forcément sur la clientèle de skieurs en fait, je pense. Voilà. Okay. Mais c'est vraiment le Covid, le fait qu'ils soient enfermés chez eux et qu'ils ne viennent pas. Et nous, c'est quand même 70% de notre clientèle en janvier et en mars. Donc sans Anglais et sans les Français qui ne sont plus en vacances scolaires, c'est un petit peu compliqué. Sophie Pollian évoquait déjà la saison d'été et le soleil. Vous, sans les revenus de l'hiver, vous allez pouvoir faire face à vos devoirs de service public d'ouvrir l'été et d'animer l'été aussi? Oui, nous travaillons, je veux dire, comme chaque année, dès le début de saison, dès que l'ouverture au mois de décembre de la saison d'hiver, on prépare déjà la saison d'été. Donc, et on a hâte d'ouvrir cet été, de reprendre une activité normale. On a hâte, notre personnel a hâte de reprendre aussi le travail. Ils sont chez eux. Je pense que même s'il y a des aides, ils sont malheureux d'être chez eux. Ils ont envie de travailler. Tout le monde a envie de travailler. La fréquentation, on verra, mais faut que tout le monde se remette au travail et on a envie de se remettre au travail. Même sans l'hiver, l'été est rentable pour une société de remontée mécanique? Alors, pour une société comme la nôtre, on va dire que c'est rentable. Ça représente 5% de notre chiffre d'affaires annuel. Voilà. C'est pas négligeable. À Morzine, il y a une grosse activité VTT qui marche de mieux en mieux. Chaque année, on essaye de faire des nouveautés. Donc oui, on a hâte que ça redémarre. On parlait d'écosystèmes fragilisés avec la fermeture des remontées. Est-ce que vous, dans vos domaines respectifs, ça vous interroge sur l'avenir de votre fonctionnement, que ce soit en hôtellerie ou pour les remontées? Est-ce que vous réfléchissez à un modèle différent à votre échelle à vous? Alors déjà, cette histoire de Covid, en fait, a permis aux gens de découvrir la montagne sous un autre angle, je pense. Il y a quand même des enseignements à tirer. Oui. Déjà, ne serait-ce que le fait qu'on soit au grand air, qu'on respire, qu'on soit dans la nature. Et le fait de ne pas pouvoir skier, mais d'avoir fait du ski de rando ou de la raquette ou de la balade, on a donné un rythme totalement différent à l'approche de la montagne. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément apprécié, surtout que là, on a quand même des conditions magnifiques, de la neige, du soleil. C'est vraiment super agréable et c'est un bol d'oxygène, quoi. Donc, quelque part, il y a du positif dans tout ça parce qu'effectivement, ça permet aujourd'hui d'avoir une vision un petit peu différente et une façon d'exploiter différente la montagne. Alors, c'est sûr qu'on a besoin des remontées mécaniques, clairement, et ça nous manque énormément, comme le travail nous manque énormément. Mais d'un autre côté, de pouvoir profiter de la montagne et de redécouvrir la montagne sous cet angle-là, c'est quand même assez chouette, finalement. Et une diversification qui veut dire une ouverture plus à l'année à destination des touristes? Ça pourrait, effectivement. Du coup, ça pourrait, parce que là, on joue plus sur le côté uniquement ski, mais on joue sur le côté nature. Et donc, automne, été, hiver, printemps, ça marche tout le temps. Donc, ça pourrait.
De votre côté, Bruno Muffat, est-ce qu'on repense le modèle à plus longue échéance à la faveur de cette crise qui est une crise conjoncturelle? Effectivement, quand on y repense, l'écosystème est complètement bouleversé et on repense complètement notre façon de voir les saisons dans leur globalité. C'est-à-dire que plus on avance et plus le bouleversement climatique nous incite à réfléchir à comment on va s'adapter. C'est-à-dire on va peut-être changer non seulement nos façons de consommer, mais de créer de nouvelles attractivités sur le domaine. Donc on y réfléchit, c'est dans nos programmes d'investissement déjà. C'est pas quelque chose qui va apparaître dans de longues années. On travaille dessus ardemment. Aujourd'hui, c'est le système économique qui va primer sur tout ça, ce qui peut nous freiner un peu dans nos ambitions. Voilà. Vous dites que c'est dans le programme d'investissement, ça veut dire que la réflexion elle a commencé avant le Covid. Le Covid, c'est Oui, bien sûr, pas un déclencheur, c'est un accélérateur. Pardon. Oui, bien sûr. Déjà, le Covid, le changement climatique, le bouleversement climatique, il est apparu bien avant le Covid. Donc, nous travaillons depuis longtemps dessus. Nous réfléchissons à de nouvelles attractivités, de nouvelles façons de consommer. Mis à part qu'il y aura peut-être une petite pause dans nos ambitions cette année. Est-ce qu'il y aura une pause aussi dans le versement de vos redevances à la mairie? Vous le savez ça, vu que vous avez moins de revenus, vous allez négocier un peu comment ça se passe avec votre commune contractante? Les redevances que l'on verse à la commune sont basées sur notre chiffre d'affaires. Uniquement? Oui, donc voilà. Là, il n'y a pas de problème pour vous. D'accord. Et on posera la question également tout à l'heure au maire. Une dernière question pour Au toi, niveau Eric. des investissements, vous l'avez évoqué, hein, vous allez investir dans la diversification. Comment on fait pour investir quand on n'a plus de revenus? Eh bien déjà, on essaye de manager au mieux l'entreprise. On essaye de motiver au mieux nos salariés. On essaye de manager, je dirais, selon l'expression, comme un bon père de famille, quoi. Voilà. De façon à ne pas mettre en péril ces investissements qui sont prévus. Et franchement, tout le monde est motivé pour, à part peut-être cette année où il va y avoir une petite pause. Normalement, nous devrions pouvoir suivre nos programmes d'investissement. Et vous, pareil, comment Alors nous, on est un petit peu comment arrêtés vous parce gérez qu'on a effectivement un permis de construire pour transformer le tremplin, le rénover. On devait attaquer ce mois de mars, fin mars. C'est donc évidemment pas possible pour le moment. On va attendre de remettre à flot la situation et de retravailler comme on travaillait à l'époque, c'est-à-dire on va dire début d'hiver dernier, hein. En gros c'est ça. Parce que c'était sur ces bases-là en fait, hein. Donc il va falloir se remettre à flot. Les gens parlent de 2 ans, 3 ans pour revenir à la normale. On reverra les choses à ce moment-là. Donc vous rééchelonnez, mais vous ne remettez pas en cause fondamentalement? Ah non, du tout. Non, non. Ça, c'est un projet de vie. Donc non, bien sûr que non. Mais par contre, oui, c'est reporté, clairement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour Merci. votre témoignage. Demain, on poursuit nos échanges sur cet écosystème fragilisé dans nos territoires de montagne. De très nombreux secteurs sont impactés sur l'ensemble du territoire. Et on s'intéresse demain aux filières de l'alimentaire et de l'outdoor. À demain. Des remontées fermées et un écosystème totalement déstabilisé. C'est notre sujet de la semaine dans Panorama. Cette semaine, je suis en compagnie d'Éric Renevier, puisque c'est une émission coproduite avec Eco Savoie Mont-Blanc. Bonjour. Bonjour Fanette, bonjour à tous. Alors après les professionnels des stations, hier, nous nous intéressons aux filières en seconde ligne. Ce soir, on verra si le terme leur convient. 400 000 socio-professionnels vivent directement et indirectement de la montagne en Savoie Mont-Blanc. Pour en parler dans ce second épisode, Sébastien Breton, vous êtes le directeur de l'AFTALP, l'association des fromages traditionnels des Alpes savoyardes, qui regroupe les filières des 8 fromages de Savoie. 4600 emplois, 310 millions de chiffre d'affaires. Et Xavier Le Guen, vice-président de Salomon et vice-président de la filière Outdoor Sport Vallée. Merci Bonjour. à tous les deux d'être là. Bonjour, merci. Bonjour Sébastien Breton, Fanette l'a dit, 8 fromages sous signe de qualité, 36 000 tonnes de fromage produites tous les ans et une bonne partie, on l'ignore souvent, qui est vendue directement en station, donc la fermeture des remontées, vous, ça vous impacte frontalement. Oui, et c'est vrai qu'on est dans une situation où ça fait
maintenant 9 mois qu'on a une commercialisation perturbée. Si on remonte un petit peu, lors du premier confinement, c'est presque là où on a eu un impact assez violent, puisqu'on est sur des fromages qu'on fabrique tous les jours, et directement, des commerces ont été fermés, les rayons coupes, qui représentent aussi plus de 38% des circuits de vente des fromages. Il a fallu s'adapter. Ça a été une adaptation dans l'offre en termes de production, en limitant la production laitière, donc volontairement, en proposant aux producteurs de réduire la production laitière, en réorientant aussi les produits qui étaient pour certains, comme le reblochon, à durée de consommation relativement courte. Donc on a essayé de mettre en place des circuits plus courts, en favorisant aussi le don. On a dégagé très rapidement sur les premières semaines plus de 8 tonnes de fromage auprès des banques alimentaires. Et on a poursuivi avec l'aide aussi des collectivités locales, les agglomérations, les conseils départementaux. Tout le long de l'année, on a mis en place des opérations d'achat solidaire pour écouler les stocks qui n'avaient pas pu être vendus, notamment lors du premier confinement. Alors maintenant, à date aujourd'hui, dans la situation des stations fermées, ça continue à perturber aussi la commercialisation de nos fromages, parce qu'on a des situations assez diverses, notamment les producteurs fermiers qui vendent, comme vous le dites, en local, ou des opérateurs fromagers qui commercialisent auprès des restaurants, se retrouvent avec une partie du marché fortement impactée. Et au maximum, c'est une perte de combien en chiffre d'affaires pour ces producteurs-là? C'est 20%, c'est 30%, c'est 50% de leurs ventes qui sont fermées actuellement? Alors c'est vrai que c'est assez difficile à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple sur des secteurs assez concernés, comme la Tarentaise, le Beaufortin, on a 30% des ventes associées du chiffre d'affaires des coopératives qui est associé aux magasins en station. Donc on est sur des stations très spécialisées sport d'hiver. Aujourd'hui, c'est cette part-là aujourd'hui qui va être impactée. On a très peu de visiteurs. Et tous les fromages ne sont pas égaux face à la crise. Je crois notamment le Beaufort, la Tome des Bauges sont peut-être plus impactés parce qu'il y avait encore plus de ventes directes qu'en supermarché par exemple. Tout à fait, c'est vrai qu'on a des circuits de distribution qui sont assez différents. Je prends l'exemple du reblochon, c'est plus de 90% du marché en grande distribution. Il y a eu une adaptation aussi des producteurs, des transformateurs qui ont ciblé ces marchés-là, et on a plutôt une attractivité des consommateurs à justement se faire plaisir, c'est la seule chose qui leur reste finalement, en mangeant de bons plats, en mangeant du bon fromage, et donc on a plutôt un bon soutien de la consommation des produits comme le reblochon, l'abondance. Par contre, c'est vrai que des produits comme la Tome de Savoie, la Tome des Bauges, qui ont une part liée quand même à une commercialisation locale et associée à la restauration hors domicile, et c'est là où on a un impact important. Et vous l'évoquiez, le Beaufort, je prenais l'exemple tout à l'heure, c'est notamment sur la vente locale, les 30% de vente en local impactent directement ce produit. Vous avez évoqué tout à l'heure des mesures de diminution de la production. Est-ce qu'elles sont toujours en vigueur? Est-ce qu'elles vont se maintenir avec la fermeture des stations, des remontées, pardon? Alors on a la chance, c'est un dispositif assez complexe, négocié avec l'Union européenne, de pouvoir mettre en place des règles de régulation de l'offre collective et donc de planifier aussi la production. On a adapté les critères de cette régulation au moment de la crise, et on peut la corriger en fonction de l'état du marché. Donc c'est ce qu'on fait un peu au fil de l'eau. Donc ce sont des éléments qui sont toujours en cours, je dirais même en dehors de la crise Covid, et qu'on peut permettre d'adapter en fonction de la situation. Donc l'ajustement se fait en permanence. C'est ça, notamment en Beaufort, où ils peuvent justement ajuster la quantité de fromage mis en fabrication, avec toute la difficulté d'anticiper la vente 6 à 10 mois plus tard. Les opérateurs évoquent souvent aussi les ventes indirectes. Pendant la saison, vous vous faites connaître, vous menez des opérations commerciales et marketing auprès de la clientèle. Là, la clientèle n'est pas là. Comment vous faites? C'est sur Internet? C'est quoi? Bonne question. On a essayé de faire preuve d'agilité. Quand je dis on, c'est aussi à travers les structures collectives que je représente, et aussi les opérateurs. On a favorisé très rapidement la vente de proximité, en mettant en place des outils, notamment avec des sites internet référençant les producteurs locaux. Il y a plus de 125 points de vente de fromage localement, donc c'est d'aider les gens à le trouver plus facilement. Ça, c'est une chose. C'est en touchant le consommateur, le citoyen, chez lui, donc par les réseaux sociaux,
quelques exemples, hein, et on a été même assez surpris. Alors c'est tombé, on n'était peut-être pas tout à fait à la page, mais on a créé notre page Instagram sur les fromages de Savoie au début du confinement l'année dernière. On a aujourd'hui 1200 abonnés en ayant fait très peu d'actions, donc un développement assez important. Et on a doublé le nombre de personnes qui nous suivent sur Facebook par exemple, en faisant régulièrement des posts, etc. Une dernière question pour la FTALP. Comment vous envisagez l'été? L'été 2020 a été excellent. Est-ce que vous misez à nouveau sur un été 2021 en forte position pour, disons, consolider la filière et rattraper l'hiver? On n'est pas devin. On a espoir qu'on soit dans une situation qui soit assez positive. On est quand même assez inquiet, plus par rapport à l'économie en général et la capacité aussi des gens à avoir un pouvoir d'achat permettant d'acheter nos produits, qui sont quand même finalement des produits relativement haut de gamme. Après, on ne baisse pas les bras, c'est-à-dire qu'on se projette déjà. On organise tous les ans une fête des fromages. L'année dernière, on n'a pas pu la faire. On envisage de pouvoir la faire avec peut-être des jauges réduites et puis d'adapter notre communication auprès du consommateur. Notre lien avec le citoyen et le consommateur, il est essentiel et ça, on veut le préserver. Donc, on va continuer de faire nos animations en station. Une question très courte, une réponse très courte. Des aides pour les producteurs? Alors, les aides de l'État, on a bénéficié du plan d'aide comme les autres métiers, sauf que la production laitière, c'est pas arrêté. Donc on n'a pas baissé le chiffre d'affaires auprès des producteurs, les fromagers ont continué de faire leur fromage, donc il n'y a pas d'aide. Voilà. Merci. Merci Sébastien Merci. Breton. Xavier Le Guen, vous êtes vice-président de Salomon. Salomon, marque emblématique du sport d'hiver, marque annécienne. Aujourd'hui, vous êtes confronté à une saison quasiment sans vente de vos équipements pendant l'hiver. Quel impact ça a sur votre chiffre d'affaires et sur la suite? Alors effectivement, gros impact qui a commencé déjà en 2020 avec la fermeture prématurée des stations dès mars. Et puis l'annonce dès mi-novembre, début décembre de la non-ouverture des stations européennes pour la plupart des pays, pour la période de Noël et puis maintenant s'étend. Donc une année 2020 avec une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de moins 25% pour la partie sport d'hiver. Par chance, Salomon est une entreprise qui s'est bien diversifiée, qui donc a pu résister, a pu profiter du boom et de l'engouement des sports outdoor d'été. Et puis pour 2021, une perspective que je dirais catastrophique. Les parcs de location ne tournent pas, les magasins sont ultra stockés. Nous-mêmes avons beaucoup de marchandises puisque on avait prévu de livrer en fin d'année dernière et on ne l'a pas fait. Donc on a nos usines à l'arrêt. Des équipes de développement, de design qui aujourd'hui se posent la question, pourquoi travailler pour une nouvelle collection si on ne vend pas celle qui existe, qu'on a déjà préparée. Donc oui, une année qui va certainement être de l'ordre d'un moins 50, moins 70% par rapport à un hiver normal. Sur l'activité hiver? Sur l'activité hiver, absolument. D'accord. Qui représente 30%, c'est ça aujourd'hui du chiffre d'affaires? Dans une année normale, l'activité hiver représente 30% de l'activité de Salomon. Salomon effectivement a engagé une diversification importante il y a une trentaine d'années, avec une très très forte accélération il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, le marché de la chaussure, du textile est prépondérant chez Salomon et grâce à ça bénéficie aussi de l'attractivité des sports d'été. C'est finalement ce qui vous permet de beaucoup mieux encaisser la crise que si elle était survenue il y a une vingtaine d'années. Alors oui, tout à fait. Ça, d'un point de vue de la marque Salomon, c'est une très bonne nouvelle. Après, on est aussi très attaché, comme vous pouvez l'imaginer, à notre activité sport d'hiver. Le sport d'hiver, tout comme la gastronomie ou comme d'autres filières en France, est une filière d'excellence française. Les deux leaders mondiaux sont français. Salomon est numéro 1 mondial avec le marché de l'alpin, du ski de fond, du snowboard. Et en fait, le fait de faire partie d'une entreprise qui va bien ne nous permet pas d'accéder à un certain nombre d'aides d'État, alors que nos concurrents, qui souvent sont des ultra spécialistes, en France ou dans des pays étrangers, eux, sont fortement aidés. Donc aujourd'hui, on a un vrai point d'attention sur comment préserver le futur de notre filière et le futur de notre branche sport d'hiver au sein de Salomon. Avec des discussions avec l'État sur ce plan-là? Oui, alors nous avons pas mal de discussions avec l'État, avec la région. Je dois dire qu'on a eu une écoute plutôt bienveillante jusqu'à maintenant. Mais le fait est qu'on ne rentre dans aucun plan prédéfini.
et que à nous d'être créatifs maintenant pour trouver des solutions. Ça, c'est un travail qui se fait aussi au niveau de la filière. Vous parliez de filière d'excellence. À Outdoor Sport Valais, c'est le cas. Vous en êtes le vice-président. Il y a une vraie inquiétude de la filière à court terme et à moyen terme. Oui, alors pour la filière, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'en fait, on parle de la filière outdoor, mais en fait, il y a plein de cas de figure différents. Vous avez des ETI comme Salomon qui sont diversifiés, qui sont sur des marchés très variés, y compris à l'export. Vous avez des sociétés beaucoup plus petites qui sont concentrées uniquement sur le marché du ski alpin, donc pour qui la crise est énorme. Et puis vous avez aussi des toutes petites entreprises qui, elles, n'ont pas de chiffre d'affaires de référence. Donc pour déclencher des aides, or c'est l'innovation, c'est le dynamisme de demain. Et aujourd'hui, oui, beaucoup de ces sociétés sont à l'arrêt, avec beaucoup d'interrogations sur la suite. Une bonne partie du chiffre d'affaires de Salomon se fait à l'export. Vous évoquez la fermeture chez nos voisins, mais d'autres pays, la Suisse, en partie les États-Unis, le Canada, le Japon, ont ouvert une partie de leur remontée au moins. Ça n'a pas permis de sauver la saison ? Sauver, non. C'est un ballon d'oxygène, certainement. Vous parliez des États-Unis. Je confirme que le marché aux États-Unis est extrêmement dynamique. En Europe, c'est plus compliqué. Alors, l'Allemagne, la France, l'Italie sont fermées. Effectivement, il y a des stations qui sont ouvertes en Autriche ou en Suisse. Mais l'Autriche, 80% des skieurs sont des touristes. Les touristes ne viennent pas, donc même si les stations sont ouvertes, le marché est extrêmement impacté aujourd'hui. Sur la partie export, est-ce que du coup, encore une fois, à moyen terme, cette dépendance aux remontées et à la clientèle étrangère va être modifiée ? Est-ce que vous réfléchissez à un modèle différent ? Est-ce que ça a accéléré certaines réflexions ? En termes de diversification, alors, pour Salomon, le chemin est clair. On va continuer dans la diversification qu'on a engagée. Après, c'est pas possible pour tout le monde. On sait que cette diversification, c'est très difficile à réaliser. Et encore une fois, Salomon ne l'a pas fait l'année dernière. C'est un travail de 30, 20 ans qui se réalise aujourd'hui, qui porte ses fruits aujourd'hui et sur lequel on peut compter. Il y a plein de petites entreprises dont la raison d'être, c'est notre environnement, nos montagnes, nos pistes de ski, la neige. Et pour qui la question ne se pose même pas. Leur business, c'est le ski. Et aujourd'hui, c'est eux qu'il faut aider. Ouais. Une dernière. Votre business model est aussi assis sur des productions qui sont souvent hors Europe. Les touristes ne viennent pas, mais les conteneurs sont aussi parfois bloqués en ce moment. Est-ce que cette crise, elle vous incite à revoir cet aspect-là de votre modèle économique et à réimporter en France, relocaliser de la production, ou en tout cas en Europe ? Alors, l'ensemble de l'équipement de sport d'hiver chez Salomon est produit en Europe, à l'exception du snowboard. Voilà. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas d'impact sur notre chaîne logistique, qui est très vrai, ce que vous dites est très prégnant dans beaucoup d'industries. Aujourd'hui, ça ne nous touche pas. C'est plus vrai sur l'outdoor estival. Pardon ? C'est plus vrai sur l'outdoor estival. C'est plus vrai sur l'outdoor estival, sur le vêtement, sur la chaussure. Donc là aussi, Salomon a engagé déjà tout un travail de relocalisation. Vous avez peut-être entendu parler du partenariat qu'on a avec une usine Chamatex en Ardèche. Exactement. C'est un pilote qui doit ouvrir la voie à une réflexion beaucoup plus vaste de comment produire plus proche du consommateur. Donc ça, tout à fait, ça fait partie des réflexions. Là encore, c'est une tendance qui va prendre encore un peu de temps. Les savoir-faire aujourd'hui sont surtout en Asie sur ces métiers, sur ces produits-là. Et il faudra quelques années pour opérer cette transition. Merci Eric, merci à tous les deux pour votre éclairage. Demain, dans le 3e épisode de Panorama, on s'intéresse à l'impact pour les collectivités de cette saison blanche. Le maire de Morzine et Vincent Rolland, député de la Savoie, seront avec nous. À demain.
Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce 3e épisode de Panorama, une émission cette semaine coproduite avec plaisir avec Eco Savoie Mont-Blanc. Bonjour Eric. Bonjour Fanette. Alors un écosystème fragilisé à cause des remontées fermées, c'est le sujet que nous abordons toute la semaine. Les remontées mécaniques sont en effet la partie visible de l'iceberg. Il y a dessous 7 fois ce volume-là en termes financiers selon l'Association nationale des maires des stations de montagne. Et parmi les acteurs impactés, les communes. Nous sommes au pied du téléphérique du Pléné à Morzine cette semaine pour justement accueillir le maire de Morzine, Fabien Trombert. Merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir aussi, parce qu'on est quand même un peu chez vous. Merci à vous. On est sous le soleil, on est pas mal quand même. Oui, c'est ça. On n'est pas à plaindre, mais c'est quand même une saison pas évidente, Eric. C'est une saison qui pourrait être idéale, avec de la neige, avec du soleil et avec, hélas, pas de touristes. Comment ça se passe ici, chez vous, à Morzine? Et je dirais même à Morzine-Avoria, parce que vous avez la particularité d'avoir 2 stations sur votre commune. C'est vrai, oui, on a deux stations très différentes. On a une station plutôt village de montagne, avec une vie à l'année, avec des habitants à l'année. Et on a la station d'Avoria, donc, qui est plutôt la station moderne de ski, telle qu'on connaît un peu sous le modèle actuel. Alors c'est un peu de modèles différents et on a donc des fréquentations un peu différentes. Le village de Morzine, il plaît pour venir s'y balader, pour venir y faire du shopping. Donc on a une clientèle qui est faite pour ça. On a beaucoup aussi de propriétaires, de résidents. Donc on a une vie quand même qui est plus soutenue, même aujourd'hui, dans cette situation quand même très particulière. Alors je vous parle de clientèle, oui, mais maintenant on est d'accord que c'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut connaître. Vous voyez aujourd'hui, on est vraiment au cœur de la station, le téléphérique il est fermé, les hôtels sont fermés, on entend bien les oiseaux, quelques bruits de raquettes, mais bon, ça reste vraiment minime. À Avoria, la situation est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'au mois de janvier c'était vraiment très très creux. Là, pendant les vacances, on a une bonne fréquentation quand même, alors relativement bonne. Quand on promène dans les rues de Avoria, on peut voir pas mal de monde, mais en fait c'est un peu trompeur parce que sur la totalité normalement de la capacité on va dire, d'hébergement, ça a à peu près 30% on va dire, de fréquentation, donc ça reste quand même assez faible. Après, ils sont plutôt regroupés parce qu'on n'a pas beaucoup de ski à faire, donc ça reste très groupé dans le centre de la station. Que vous dire d'autre? C'est très grave. En termes de retombées financières, quel impact ça peut avoir sur les finances communales une saison à moins 70%? Alors écoutez, pour l'instant, on met beaucoup de dépenses, plus de dépenses que d'habitude, parce qu'il faut accueillir le touriste qui vient pour d'autres choses, donc on crée un peu des espaces d'animation différents, donc on engage des frais. Et par contre, normalement, les rentrées d'argent qui vont se faire par les taxes diverses, notamment des DSP, des remontées mécaniques, vont être quasiment nulles. Ça, c'est une grosse inquiétude pour nous, car ça met vraiment en danger notre budget, l'équilibre du budget. Et on attend la réalité des annonces gouvernementales sur le soutien aux communes. Pour le moment, il n'y a rien de concret sur les aides. Du concret, on l'a, comme vous pouvez l'entendre, c'est-à-dire que c'est des annonces. On a quand même des bons échanges et des bons rapports avec préfet et sous-préfet. Maintenant, j'espère que ça va se concrétiser. On n'est pas encore doté le financement, il reste quand même incertain. Vous l'avez dit, vous êtes aussi une commune qui vit à l'année, mais qui a perdu des habitants au fil de la dernière décennie, ce qui est un peu atypique dans un coin qui en gagne beaucoup des habitants. Est-ce que consolider cette vie à l'année, c'est une alternative encore plus importante quand on est confronté au Covid? Bien sûr, alors ça c'est un constat qui existait avant l'apparition du Covid. On a les petits villages qui sont donc frontaliers avec les nôtres, qui prennent 20-30% d'augmentation d'habitants à l'année. Et nous, on est arrivé à quasiment moins 5% d'habitants. C'est un constat qui est déplorable. On a quand même des écoles, il faut qu'on maintienne notre vie et qu'on puisse garder nos enfants dans nos villages. C'est le problème des grosses stations de ski. Donc oui, on se bat là-dessus sur un autre axe qui est celui du logement dit un peu aidé ou modéré pour pouvoir garder les habitants à l'année. Alors c'est un peu compliqué parce que là, l'État nous met des objectifs aussi qui sont un peu compliqués à remplir et c'est un peu parfois contradictoire. On a un État qui est très global sur la France et on a quand même des stations de ski qui sont très particulières. On a une vie très particulière et c'est des petites niches qui ne sont pas traitées de façon globale, notamment dans l'étude des PLUI et le zonage demandé par l'État. Une dernière question. Vous avez Eric. été élu notamment pour revoir le projet de liaison Morzine-Avoria par le câble, un projet assez important. Est-ce que le fait qu'il y ait le Covid, le fait qu'il y ait moins de revenus, ça met complètement à bas un projet de développement comme ça?
Alors, oui, on a été élu un peu pour ça. Complètement à bas, non. C'est sûr que pour l'instant, ça nous l'arrête complètement à moyen terme. C'est-à-dire que les discussions peuvent être compliquées, vous l'imaginez tous, hein. Comment peut-on imaginer investir plusieurs dizaines de milliers d'euros dans quelque chose qui aujourd'hui a un produit qui n'existe plus? C'est quelques mois. Donc les investisseurs, notamment les sociétés de remontée mécanique, n'ont pas l'esprit forcément à imaginer le futur par le développement, sachant qu'aujourd'hui tout est arrêté. Donc on y travaille sur des plans, on travaille sur des réflexions en ouvrant un peu notre esprit, en disant tiens, peut-être faire un peu différemment par rapport notamment au changement on va dire climatique et peut-être même un peu de besoins touristiques. Mais forcément, ça reste quand même un point qu'on creuse et qu'on aborde tout doucement. Mais aujourd'hui, les discussions sont arrêtées parce qu'il faudrait quand même que l'activité reprenne avant de pouvoir imaginer de pouvoir investir. Eh ben, merci beaucoup Fabien Trombière pour cet éclairage. On reçoit maintenant Vincent Rolland, le coprésident de Savoie Mont-Blanc Tourisme. Nous sommes maintenant avec Vincent Rolland, le représentant savoyard de cette émission. Bonjour, merci d'être là avec nous à Morzine. Vous êtes le coprésident de Savoie Mont-Blanc Tourisme et député de la Savoie. Donc c'est avec cette double casquette que nous allons vous entendre aujourd'hui, parce qu'il y a des vrais enjeux au niveau de Savoie Mont-Blanc, Eric. Et oui, on a évoqué précédemment les enjeux spécifiques à Morzine. Globalement, première question, Vincent Rolland, ces remontées mécaniques à l'arrêt, c'est une saison très particulière. Comment ça se déroule, cette saison d'hiver Covidée en Savoie-Mont-Blanc? Elle se déroule tant bien que mal, mais avec quand même beaucoup de souffrance psychique et économique de la part du territoire, puisque par exemple, sur les vacances de février, qui sont un temps fort de la saison, le taux de remplissage moyen est de 35% à l'échelle de Savoie-Mont-Blanc, avec certaines stations un peu plus, d'autres un peu moins, mais en tout cas bien en deçà d'une rentabilité économique. Alors on a plutôt un État-providence, certes avec des trous dans la raquette encore, avec des aides qui parfois tardent à venir, mais le jour où l'État se retirera, tout cela s'écroule si on ne retrouve pas un cours normal d'activité autour des sports d'hiver. Avec tout de même un petit peu plus de monde quand même que prévu. Un tout petit peu de monde, plus de monde, pardon, de prévu, mais là aussi c'est en trompe-l'œil parce qu'en même temps que les remontées mécaniques sont fermées, les voyages à l'étranger sont interdits. Et forcément, nous avons d'une certaine manière, dans une certaine mesure, bénéficié de reports de Français qui ne sont pas allés dans les Caraïbes ou dans les mers du Sud, par exemple, mais il ne faudrait pas qu'à l'avenir, les transports aériens puissent retrouver un cours normal et que les remontées mécaniques soient fermées, parce que là, on ne serait pas à 35%, mais sans doute autour de 10%. Le taux de fréquentation varie en fonction du type de station. Les stations villages s'en sortent un peu mieux. Est-ce que c'est la fin de ce modèle que certains fustigent comme les usines à ski? Non, alors déjà, moi, je n'oppose jamais les uns aux autres. Je crois qu'en bon montagnard, si nous ne nous serrons pas les coudes, à l'échelle nationale, on ne représente pas toujours grand-chose. S'il y a des fissures, on sera encore plus fragile. Voilà, ça, si j'ose dire, c'est dit. Après, c'est le modèle ski qui interroge. Est-ce que le ski est fini? Eh ben, moi, je pense exactement le contraire. Parce qu'on voit bien que sans cette activité de ski alpin, la fréquentation a terriblement chuté. Alors, bien sûr, il faut engager, et cela a déjà d'ailleurs commencé. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle certaines stations s'en tirent mieux que d'autres. Une évolution, avoir des activités complémentaires et différentes de ce que l'on avait l'habitude de pratiquer. Mais si demain, il n'y a plus le ski alpin, il y aura vraiment plus grand-chose. Diversifier l'activité pendant l'hiver, c'est une chose, mais dans les 110, 112 stations de Savoie-Mont-Blanc, le tourisme, c'est 6 à 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur une saison d'hiver, et c'est ces revenus-là qui financent aussi les investissements des saisons futures et les investissements de l'animation estivale. Comment on va faire avec une saison amputée à ce point-là? Les collectivités, en tout cas pour celles dont je suis un des représentants aujourd'hui, le Conseil Savoie-Mont-Blanc, engage les assises de la relance du tourisme de montagne pour faire avec l'ensemble des acteurs dès le mois d'avril un point sur ce qui s'est passé. Et
ce qu'il faut faire pour passer ce moment extrêmement difficile et surtout tracer l'avenir. Comment, à l'avenir, on peut faire évoluer, sans jeter le bébé avec l'eau du bain, mais faire évoluer notre produit pour le rendre plus attractif, y compris sur un tourisme estival qui est sans doute pas à la hauteur de la qualité ou de toutes les qualités intrinsèques du territoire. Mais les financements vont manquer si on n'a pas les revenus de l'hiver pour financer cette diversification. Il y a un cap difficile à passer, il faudra serrer des boulons. Il y a un plan de relance gouvernemental dans lequel nous allons nous inscrire et chacune des collectivités, je reviens sur le Conseil Savoie-Mont-Blanc, sera au rendez-vous pour accompagner les acteurs. Je crois que c'est au contraire dans des moments difficiles comme ceux-là qu'il faut se transcender pour préparer l'avenir. Moi, je reste à supposer qu'on se débarrasse assez rapidement de la Covid-19, confiant pour notre territoire, car il a, je le répète encore une fois, des qualités, des atouts intrinsèques absolument exceptionnels. Une question aux députés de la Tarentaise. Dans beaucoup de stations de Tarentaise, la clientèle étrangère, ça doit être aussi certainement le cas à Morzine, représente près de 50%. C'est une clientèle qui a été absente forcément cette année. Est-ce qu'il y a trop de dépendance à cette clientèle étrangère-là? Est-ce que ça va faire partie des réflexions justement des assises? Alors, il se trouve que je suis député de la Tarentaise, mais d'Albertville, du Gine, du Beaufortin et du Val d'Arlay également, qui nous regardent et qui ne seraient pas très contents que je sois seulement sectorisé en Tarentaise. Oui, la dépendance vis-à-vis d'une nation ou de quelques bassins émetteurs de population est un danger. C'est bien aussi pour cela qu'il faut engager une diversification. Il y a un vaste sujet pour le tourisme de montagne en général et les sports d'hiver en particulier. Ce sont les jeunes. Ça fait trop longtemps qu'on entend de beaux discours sur ces questions-là. Ayons aussi un plan Marshall pour les jeunes. Les jeunes français, du coup. Les jeunes français, les collégiens, les lycéens, pour qu'ils retrouvent, et les jeunes en primaire, pour qu'ils retrouvent les chemins des sports d'hiver, des colos, des classes de neige, des classes de découverte, parce que assurément, on prépare aussi la clientèle de demain. Et il faut vraiment pour cela un accompagnement majeur. Savoie-Mont-Blanc Junior le fait très bien, un accompagnement majeur des acteurs pour les aider dans leur démarche et dans l'élaboration de leurs produits. La question de la fin, Eric. Un troisième hiver Covid, vous le redoutez, vous y pensez? J'ose pas y penser, mais nous serons cette fois-ci encore plus vigilants et qu'on ne nous la fasse pas une nouvelle fois à l'envers, parce que quand je vois des transports en commun bondés et qu'on ne puisse pas emprunter des remontées mécaniques, c'est inenvisageable pour l'hiver prochain. Je le dis clairement, je ne suis pas sûr d'être le seul à le dire. Je profite d'une question bonus. Vous faisiez référence avant cette interview notamment à la Suisse qui a été finalement l'un des seuls pays, parce que l'Italie avait donné pas mal de dates d'ouverture, finalement c'est toujours pas le cas. La Suisse, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez regardé de près, je suppose, ce qui s'est passé? On a regardé ça, on a lu de la littérature récente de la part des responsables touristiques suisses. Visiblement, il n'y a pas eu de cluster, comme on dit en patois savoyard, ou de foyers d'infection majeure dans les stations de sport d'hiver suisses. Regardons ce qui s'est passé ailleurs, ce qui a priori, je dis bien a priori, a plutôt marché. Et puis soyons aussi pragmatiques. Je crois que plutôt que d'avoir des décisions qui tombent du haut, des décisions technocratiques, un peu de pragmatisme et de bon sens devrait l'emporter sur ces prochaines semaines et ces prochains mois. Pensons à tous ces acteurs, à ces dizaines et des dizaines de milliers d'emplois touristiques qui sont aujourd'hui sur le carreau. On ne peut pas revivre ça une fois de plus.
Merci beaucoup, merci Vincent Eric, Rolland, merci Vincent Rolland. Demain, 4e et dernier épisode de Panorama, nous nous intéresserons à l'avenir fragilisé de tout cet écosystème avec l'association Montaigne Wilderness. Le président sera avec nous et Annie Rouard, l'ancienne directrice du pôle tourisme de l'université Savoie-Mont-Blanc. À demain sur 8 Mont-Blanc. Des remontées à l'arrêt, un écosystème totalement bouleversé. La saison d'hiver si étrange que nous vivons en ce moment en Savoie-Mont-Blanc pousse les différents acteurs à se réinventer, mais certains y réfléchissent déjà depuis un petit moment. On va le voir, nous sommes à Morzine aujourd'hui pour en parler avec Éric Renevier d'Éco-Savoie-Mont-Blanc. Bonjour. Bonjour Fanette, bonjour à tous. Alors Freddy Mignon, vous êtes le président de Montaigne Wilderness France et Annie Rouard, vous êtes experte en développement territorial, ancienne directrice du pôle tourisme de l'université Savoie-Mont-Blanc et tous les deux vous travaillez sur ce sujet-là depuis longtemps, avant même le Covid en fait, surtout Éric. Et oui, Freddy Maignan, si on le dit de manière un peu provocatrice, avec ce Covid, vous tenez votre revanche parce que finalement, ça oblige à une réflexion sur le modèle touristique et cette réflexion, vous la prenez depuis des années. Oui, mais il n'y a pas de revanche du tout, parce que c'est notre intérêt collectif. Nous, effectivement, depuis quelques années, enfin depuis le début même, on voudrait valoriser la montagne dans toute sa richesse, quoi. Et la montagne, elle est sacrément riche sur le plan naturel, sur le plan des expériences de vie, tout simple. Pas simplement, on parle souvent de la beauté de la montagne, bien évidemment, mais je dirais fondamentalement, c'est plus que ça. Parce que quelque part, je pense que la montagne peut rendre un sacré service au genre humain. Vous savez, on a 80% de citadins en Europe qui sont dans un milieu tout le temps artificialisé. Et de se rendre compte que nous sommes une espèce dans la vie terrestre et qu'il faut en prendre compte et vivre en harmonie. Les territoires de montagne, ils sont en or pour faire cette expérience-là, mais en or, véritablement. Or, le problème, ce qu'on a un peu regretté dans la dernière période, c'est qu'on a développé de la monoactivité, comme un peu en agriculture, quoi. On se rend compte que c'est pas très bien pour la terre et c'est pas très bien pour les hommes. Certes, il faut faire la transition, il faut changer, donc on est dans cette phase, c'est un peu douloureux. C'est vrai que le Covid ne fait qu'accélérer un phénomène qui de toute façon était engagé. Donc revanche, niette. Par contre, travailler ensemble maintenant pour véritablement changer qu'est-ce que c'est que cette richesse de la montagne, qu'est-ce qu'elle peut apporter aux êtres humains. Et donc du coup, comment dans nos territoires on se développe, pas simplement avec un tourisme qu'on plaque dans un territoire, parce que ça va faire du pognon, on va faire venir des Chinois, des Russes, des Qataris, tout ça, ça va être génial. Ok, enfin attendez, quelle vision de l'avenir, quoi. Quelle vision de l'avenir. Donc ça, par contre, il faut qu'on arrive à lâcher avec ça, clairement. Et qu'on arrive à d'abord réfléchir à nos territoires, qui nous sommes. On va lancer des états généraux de la transition des territoires de montagne. Vraiment, dans cet état d'esprit, c'est de travailler avec tout le monde. Il n'y a pas ceux qui ont raison, ceux qui ont tort. Ce qu'on sera en 2050, c'est nous qui allons le décider maintenant, quoi. Et ces états généraux de la transition, c'est le Covid qui vous a incité à les organiser ou c'était avant ? Pas du tout. Le hasard des calendriers fait que l'initiative est sortie fin décembre 2019, voilà. Et on devait le faire en début 2020. C'est dans le cadre de la SURA. La SURA, c'est la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. Parce que les problèmes qu'on a en France, ce n'est pas spécifique à la France, même s'ils ont quelques particularités. Donc, ce n'est pas lié au Covid, mais le Covid le rend encore plus évident, c'est que maintenant, il faut se mettre tous autour de la table, que ce soit les domaines skiables, que ce soit les pratiquants de la montagne, que ce soit les agriculteurs. On travaille trop, on est trop en tranche, on est trop en silo en montagne. On se connaît, mais on ne travaille pas ensemble, pour de vrai. On ne fait que se côtoyer. Quand vous évoquez une transition nécessaire avec le réchauffement climatique, par exemple, on vous regardait, on vous disait oui, d'accord, mais bon, est-ce que le Covid ne va pas être un aspect positif pour vous ? C'est que effectivement, tout le monde va finir par s'asseoir autour de la table en prenant conscience qu'il faut revoir le modèle ? Ouais, j'ai du mal à dire positif quand on voit qu'il y a quand même, on souffre un peu quand même. Moi, je suis restaurateur personnellement, donc ça fait 7 mois que je suis fermé. Donc bon, je ne vois pas que du positif tous les jours. Mais par contre, oui, sur le fait qu'on va arriver à se mettre. Il y avait un peu certains qui étaient un peu hautains, vous voyez, pour ne pas prendre l'idée, par exemple, l'image des grandes stations qui se disaient allez, on est bon jusqu'en 2050. Alors, les petites stations, de toute façon, c'est pas très grave, on récupère à la clientèle. Il y avait un peu de distance, voire un peu hautain, voire un peu sur deux, quoi. Et ce qui se passe avec le Covid, c'est clair, a secoué un peu tout le monde, quoi. Donc ça, c'est peut-être positif. Vous approuviez justement quand Éric disait que là, cette fois-ci, tout le monde va peut-être se mettre plus facilement autour de la table, vous qui travaillez à cette réflexion-là avec certaines collectivités depuis quelques années. Vous voyez déjà le dialogue, la possibilité de dialogue évoluer ?
Je pense que c'est compliqué parce que il est clair que le tourisme, et le tourisme, on parle surtout du tourisme hivernal et surtout du ski. Bon, il y a une rentabilité économique qui est quand même élevée, donc c'est difficile de faire changer des mentalités. Le Covid peut effectivement amener un certain nombre de réflexions. Nous, effectivement, on travaille sur un projet qui s'appelle Dynamon, qu'on a monté avec la vallée de Chamonix en partenariat avec les Suisses dans le cadre d'un projet Interreg. Dynamon, ça veut dire dynamiser la montagne. Ça veut dire vivre, travailler et habiter la montagne. Et ça aussi, d'ailleurs, ça date d'avant Covid. Alors ça date bien d'avant Covid et c'est intéressant parce que, comme vous l'avez dit, donc on a un pôle tourisme à l'Université Savoie-Mont-Blanc et au fur et à mesure qu'on a travaillé avec les territoires, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas traiter le tourisme de manière totalement isolée d'un point de vue économique, social, humain. Il y a plein d'exemples qui vont dans ce sens-là. Tout le monde a à un moment donné rêvé sur le tourisme 4 saisons. Sauf que, bon, ici, je ne sais pas à Morzine, mais le 15 avril, tout est fermé. Et pourquoi tout est fermé? Parce qu'il n'y a plus aucune vie économique, quasiment. Donc, l'objectif de ce projet, c'est de recréer des filières économiques en dehors du tourisme pour avoir des habitants à l'année, qui vivent à l'année. On a rencontré des gens, nous, qui habitent Chamonix et qui disent « je vais travailler dans la vallée de l'Arve parce que je veux avoir mes week-ends avec mes enfants, je veux avoir mes vacances avec les enfants ». Donc, ils recherchent cette vie à l'année. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur propose? Rien. Or, comme le disait tout à fait Freddy, c'est des territoires extrêmement riches. Si on prend l'exemple de Chamonix, c'est un bel exemple parce que tout d'un coup, la communauté de communes s'est rendue compte que beaucoup d'économies tournaient autour de l'image du Mont Blanc et que cette économie ne rapportait rien au territoire du Mont Blanc. Donc à un moment donné, mais pourquoi nous, on n'est pas capable de monter une filière autour de l'image de A à Z? Je parle bien de filière. Ce n'est pas accompagner des individus qui vont monter des entreprises, c'est vraiment accompagner la création de filières. Et ces filières, effectivement, permettraient d'avoir de l'emploi l'année et une activité économique à l'année. Et des périodes comme en ce moment où, effectivement, l'économie touristique est très dure, il y aurait quand même, je dirais, un roulement, un fond qui serait là d'un point de vue économique. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ce que disait le maire de Morzine, il travaille sur moins 5%, c'est ça pour moins 5% Morzine de population en 10 ans, mais vous qui habitez Megève, l'hémorragie démographique est encore plus vraie et c'est un des vrais défis des communes que de conserver leur population à l'année. Alors la population à l'année sur les territoires de montagne, c'est pas lié seulement à l'activité professionnelle, c'est lié au prix de l'immobilier, aux successions qui peuvent pas se faire. On va peut-être pas parler de ça, mais c'est vrai que la priorité des logements sociaux, bien que ça soit quand même un axe fort de l'État, elle n'est pas respectée. Donc aujourd'hui, pour se loger à Megève, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'ils font, les jeunes? Ils partent habiter Salanches ou plus loin, quoi, hein. Ce qui veut dire que selon vous, si je la fais un peu direct, la prise de conscience des élus, elle est partielle. Il faut diversifier, il faut annualiser, mais elle ne va pas jusqu'au bout. Il faut faire du logement social. On peut dire ça comme ça? Oui, je pense que la prise de conscience des élus, vous avez d'un côté un porte-monnaie qui est très plein avec le luxe et on court après ce luxe en permanence. On n'a qu'à regarder les constructions, c'est que du luxe, que du luxe, que du luxe. Or, ça, c'est une clientèle qui est extrêmement fragile et qui est... On l'a vu cette année d'ailleurs. Voilà, et qui est là, et qui ne peut pas plus être là, et qui est là une année, qui va aller ailleurs. C'est des phénomènes de mode. Et je veux dire que ça, c'est pas ce qu'il ne faut pas l'opposer, mais à un moment donné, permettre aux gens du pays de pouvoir travailler chez eux, avoir une vie décente et pas 400 à l'heure pendant 7 jours sur 7, 4 mois de l'année. Il y a des gens qui recherchent, y compris des gens qui ont des vraies compétences. Il y a des moniteurs de ski, j'ai rien contre les moniteurs de ski, mais qui sont ingénieurs et qui travaillent comme moniteurs de ski. Peut-être que le territoire, il aurait peut-être intérêt à se poser la question de toutes ces ressources humaines, ces compétences, comment je peux les mettre au service du territoire pour développer une autre activité économique complémentaire. Autrement que sur les planches. Et là, si je peux me permettre de réagir, c'est que là, dans les mois qui viennent, on va avoir le débat sur le plan montagne que le gouvernement annonce. Et là, je pense qu'il faut qu'on arrive à dissocier deux choses. L'urgence de l'aide pour ceux qui sont en difficulté, ça, je pense que ça sera unanime. Bon, ok, il n'y a pas trop de débat. Oui. Mais par contre, il ne faut pas se précipiter sur investir lourdement maintenant. Parce qu'on a une habitude depuis 70 ans d'une certaine forme d'investissement. Et donc, si on se précipite, on va faire ce qu'on sait déjà faire. Or, je vois, il n'y a aucune hésitation quand il y a besoin d'un bassin de rétention. Vous savez, ces grands lacs artificiels pour alimenter les... Là, il n'y a pas de problème. S'il faut des millions, on les sort. Par contre, pour ce qu'on vient de dire, quand il y a des jeunes artistes, jeunes agriculteurs, jeunes artisans, jeunes qui veulent développer des activités, le prix de l'immobilier il augmente tellement que pour de vrai, comment ils font pour développer dans les territoires? Comment ils font? Et là,
là, par contre, d'arriver à financer, subventionner des lieux, que ça s'appelle tiers-lieux, pépinières d'artisans, ou de gens qui sont passionnés de la montagne, qui pourraient accueillir, partager. Vous voyez, en termes d'investissement, on a le réflexe, boum, allez, télésiège, bassin de rétention, canot à neige. 95% des investissements du tourisme sont dans l'aménagement lourd. Est-ce que ça va pouvoir bouger? Mais est-ce que ça, vous pensez vraiment que ça va bouger? Je pense, moi, quand même, qu'on est dans une situation où c'est pas simplement un combat des écolos contre l'industrie du ski. C'est plus le débat. Ce n'est plus le débat. Il y a maintenant des secousses, même dans l'industrie du ski, des gens. C'est des humains derrière. Hein. Certes, ils ont leur business, certes, ils ont leur truc, mais quand même, les Chinois, c'est pas sûr qu'ils vont revenir et c'est pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller chercher la clientèle chinoise. Hein, ça fait fondre les glaciers, désolé. Hein, mais enfin, l'aviation, c'est peut-être pas. Voilà. Donc à un moment, je crois que le cumul des secousses fait que ce qu'on disait tout à l'heure, on doit être capable, sans forcément être d'accord, mais en tout cas de se mettre autour d'une table, parce qu'on a tout à perdre à ce qu'en 2050, la montagne soit dans un état déplorable, quoi. Alors ça se joue maintenant. Et si on reste sur la monoactivité, je suis assez sûr qu'on va aller de problème en problème. Mais donc c'est, voilà, travaillons ensemble. Transférons les investissements vers une autre dynamique. Vous adhérez, vous, Annie Rouard, à ça, investir dans d'autres activités que le ski et peut-être aussi viser une clientèle moins internationale? C'est aussi la conclusion de vos travaux? Alors, nous, sur le projet Dynamon, c'est vraiment créer d'autres filières économiques, hein, je le redis, autour de l'artisanat, mais pas que. Ça peut être aussi de l'industrie, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer de valorisation des territoires de montagne. Et je note quand même qu'on a monté ce partenariat avec la vallée de Chamonix. Je ne pense pas que ce soit la vallée qui souffle le plus au niveau touristique en France, hein, même si effectivement... et il y a cette prise de conscience de la part des élus, de se dire, oui, à un moment donné, y compris socialement, la vie saisonnière rend des sociétés qui sont quelquefois un peu folles, un peu débiles. Et que recréer une vie à l'année, c'est quelque chose d'important, quoi. Et cette vie à l'année, elle peut aller qu'avec une activité économique pérenne, qui est annuelle et qui n'est pas saisonnière. Donc je n'oppose pas les clientèles étrangères. J'ai beaucoup travaillé sur la Chine, donc je ne partage pas tout à fait le même point de vue. Je pense qu'on a fait une très belle étude pour la Compagnie des Alpes, qui malheureusement n'a pas pu être, à cause du Covid, n'a pas pu être diffusée. Mais je pense que les Chinois, pour revenir sur cet exemple, ont un rapport au corps, un rapport à la montagne qui est totalement différent d'une autre et qui pourrait apporter une montagne beaucoup plus douce dans ses activités. Ils ont une conception, encore une fois, de cet hiver et des sports d'hiver. D'ailleurs, on ne parle pas de ski, on parle de sport de glace, d'hiver et de glace. Et encore une fois, c'est un rapport à la montagne beaucoup plus doux, beaucoup plus centré sur le patrimoine. Et on a des leçons à prendre là-dessus, je pense aussi. Et la conjoncture Covid favorise une prise de conscience à ce niveau-là, vers une montagne plus douce, multiple, moins mono ski alpin? Je pense que quand on voit les gens qui sont en vacances en ce moment, c'est vraiment un bonheur, parce qu'on voit qu'ils redécouvrent une autre montagne, une montagne sportive, mais pas dans le sens sport engagé. Il faut faire des efforts aujourd'hui en montagne, avec les raquettes, avec les skis de rando, avec les luges. Il faut remonter les luges, on remonte à pied. Donc effectivement, je pense qu'il y a une prise de conscience pour les gens aujourd'hui que la montagne peut être autrement et autre chose à consommer. La montagne, ça se gagne plutôt que ça vous gagne, c'est ça l'idée? Peut-être que ça se gagne, ça vous gagne en même temps. J'ai noté une citation de vous, Freddy Maignan. À condition, il faut convaincre que le silence en montagne n'est pas synonyme de chômage dans les vallées. Est-ce que ça sera encore audible quand les machines qui sont derrière vous vont retourner? Écoutez, à chaque fois qu'on a eu un problème dans l'histoire en France et en Europe de reconversion, à chaque fois, bien sûr, c'est forcément compliqué. Mais on vient de le dire, le problème, c'est pas parce que on a mis tout sur le ski qu'il faut qu'en 2050 ou en 2100, on sait que ça ne sera pas possible. Donc il faut l'anticiper maintenant. Et vous savez, sur cette question-là, c'est que je pense que si on va faire l'expérience, et on a commencé à la faire, c'est-à-dire par territoire, par vallée, de réunir, pas simplement au niveau institutionnel, il faut le faire au niveau politique, mais aussi dans les territoires. Et c'est ce qu'on veut faire avec les États généraux, c'est d'avoir 40 lieux dans les Alpes où les gens, tous les acteurs se réunissent. Et en lien avec des réflexions plus globales. Mais quand on le fait, ça, dans une vallée, c'est-à-dire qu'on met vraiment tout le monde autour de la table, que ce soit les agriculteurs, les moniteurs de ski, tout le monde, sans exclusive, et qu'on réfléchit, attendez, nous, dans notre vallée, comment ça va être dans 10 ans, dans 20 ans?
et qu'on cogite ensemble et qu'on travaille ensemble, là, à votre question de tout à l'heure sur est-ce que les secousses peuvent amener à... Eh bien oui, il y a une maturité, je trouve, collective, parce que jusqu'à maintenant, on était chacun, on défend son business, quoi. Et là, il y a des questions collectives et une maturité collective qui va venir. Et moi, je ne suis pas désespéré. Il y aurait de quoi quand on voit tout ce qui se passe. Je ne suis pas désespéré parce que je crois qu'il y a le bon côté du genre humain, c'est-à-dire des acteurs, notamment chez les acteurs de la montagne. Parce qu'il y a quand même... On n'habite pas là par hasard, quoi. Il y a un peu de passion, il y a un peu d'énergie, il y a un peu de savoir-faire. On n'est pas encore, heureusement, des territoires sinistrés. Pas encore. Il ne faut pas qu'on le devienne. Et pour pas qu'on le devienne, il n'y a pas d'autre solution que de se dire, quel emploi on peut créer, pourquoi faire. Et l'attractivité de nos territoires, elle viendra aussi parce qu'elle aura une qualité de vie, une qualité de réalisation. Et c'est ça qu'il faut qu'on mise. Et là-dessus, il n'y a pas que la monoactivité. Au contraire, je pense que la monoactivité, à terme, est appauvrissante. Question très courte, réponse très courte pour finir. Oh, écoutez, non, moi, j'avais même pas de questions à poser. L'appel est lancé, on peut dire, c'est engageons-nous tous ensemble vers une transition en douceur plutôt que d'aller dans le mur violemment. Absolument, voilà un bon résumé. Moi, je rajouterais quand même qu'il y a une autre secousse souterraine dont on parle assez peu, c'est le renouvellement générationnel. Aujourd'hui, il y a 43% des skieurs qui skient depuis plus de 20 ans, donc ça veut tout dire ça. Et le ski, ça fait plus rêver. On a fait beaucoup d'entretiens avec des jeunes de l'université ou hors université. Et pour la plupart, y compris ceux qui habitent en station, ça les fait plus du tout rêver. Donc là aussi, la montagne est à réinventer. Quand on parle tourisme d'hiver, qui sera sur les planches dans 20 ans, quoi? Eh ben, la question reste posée, on va suivre ça de près. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Eric. Merci Fanette. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de nous avoir aidés à réaliser cette émission. Merci à nos invités et merci à vous surtout de votre fidélité. À bientôt sur 8 Mont Blanc.